Ma femme capricieuse a disparu après un voyage entre filles. Des années plus tard, elle est réapparue devant ma porte avec un bébé. Alors j'ai détruit sa vie. Vous savez comment les gens disent toujours des choses comme « je ne l'ai jamais vu venir ». Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ma femme et moi étions ensemble depuis 4 ans, mariés pendant tout ce temps. Honnêtement, je pensais qu'on avait quelque chose de solide. On avait des projets, toute une vie tracée devant nous, et pour la plupart, je croyais vraiment qu'on était sur la même longueur d'onde. Voilà le truc, nous voulions tous les deux des enfants. Du moins, c'est ce que je croyais. Juste après notre mariage, nous avions commencé à en parler sérieusement. Elle disait toujours qu'elle voulait 2 ou 3 enfants, elle passait son temps à imaginer comment on les appellerait, comment on décorerait la chambre de bébé, tout ça. Elle passait même des heures en ligne à regarder des vêtements pour bébé et des gadgets de puériculture, planifiant cette vie avec nos futurs enfants. C'était un peu notre truc, quelque chose qui nous rapprochait. On était excités, prêts à entamer ce nouveau chapitre ensemble, et tout semblait parfait. Mais ensuite, une mauvaise nouvelle est tombée, et ça m'a coupé le souffle. Après quelques mois d'essai, nous sommes allés voir un médecin pour comprendre ce qui se passait. Pour faire court, c'était moi. Mon nombre était beaucoup trop bas, et le médecin nous a dit que les chances d'avoir des enfants naturellement étaient proches de 0. J'ai reçu ça comme un coup de poing en pleine poitrine. Je me suis senti inutile. Tous nos projets? Disparus en un instant. La nouvelle m'a anéanti, vraiment. Je suis tombé dans un très mauvais état. La thérapie m'a finalement aidé, mais au début, j'étais complètement détruit. Elle semblait plutôt compréhensive au départ, disant que ça n'avait pas d'importance et qu'elle serait heureuse rien qu'avec nous deux. Mais dès le début, quelque chose sonnait faux dans sa façon de le dire. C'était comme si elle avait abandonné beaucoup trop vite. Un jour, elle rêvait encore de prénoms et de nurserie, et le lendemain, elle disait qu'elle n'avait pas besoin d'enfants pour être heureuse. Alors, attention, je comprends que les gens puissent changer d'avis. Mais son attitude me paraissait étrange. Elle était passée de l'obsession des enfants à éviter complètement le sujet. Et pas seulement ça. C'était comme si elle me voyait différemment aussi. Du jour au lendemain, elle a commencé à me lancer de petites piques, des choses qu'elle ne m'avait jamais dites auparavant. Des remarques sur le fait que je ne prenais pas assez soin de moi, que je devrais peut-être perdre du poids ou être plus productif à la maison. Et oui, j'avais peut-être pris quelques kilos. Mais c'était comme si elle cherchait juste à me reprocher des choses. Quand je l'ai confrontée, lui demandant ce qui clochait avec ce changement soudain d'attitude, elle éludait. Elle me disait que j'imaginais des choses, que j'étais trop sensible. Mais je savais qu'il se passait quelque chose. La femme que j'avais épousée, celle qui pouvait rester des heures avec moi à parler de notre avenir, avait disparu. Elle n'était pas méchante, pas exactement, mais il y avait cette froideur, comme si elle avait déjà décroché mentalement et faisait seulement semblant. Et au fil du temps, je me suis mis à la croire quand elle disait que tout allait bien. J'ai arrêté d'insister parce que je ne voulais pas paraître insécure ou collant. Bref, les années ont passé, et on vivait juste au jour le jour. On était devenus des colocataires plus que des maris et femmes. J'ai essayé d'aborder d'autres options, adoption, gestation pour autrui, mais à chaque fois elle fermait la discussion, disant qu'elle ne voulait pas y penser. Elle répétait « Je suis heureuse tant qu'on est ensemble », mais je n'y croyais jamais vraiment. C'était comme si elle essayait de se convaincre elle-même plus que moi. Puis, du jour au lendemain, elle m'annonce qu'elle veut partir en voyage entre filles. Ce n'était pas inhabituel qu'elle parte avec ses amis. Elle l'avait déjà fait plusieurs fois, et je l'avais toujours soutenue. Nous vivions à Brighton, et elle parlait souvent de partir aux États-Unis avec ses copines. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois, parce que nous avions bâti une confiance mutuelle au fil des années. J'ai même aidé à préparer sa valise, vérifier qu'elle avait tout ce qu'il fallait, et je l'ai déposée à l'aéroport. Je me souviens de la dernière chose qu'elle m'a dite avant de partir. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Merci d'être si compréhensif ». J'ai trouvé ça un peu étrange. Ce n'est pas comme si j'avais fait quelque chose d'exceptionnel. Mais elle avait l'air tellement sincère que j'ai laissé passer, pensant qu'elle était simplement reconnaissante. Ce soir-là, je suis resté éveillé pour pouvoir l'appeler une fois qu'elle aurait atterri, juste pour vérifier que tout s'était bien passé. Son vol devait durer environ 9 heures, donc je me suis occupé à la maison, j'ai regardé la télé, surveillé l'heure, et attendu son message. Quand j'ai vu que l'avion avait atterri, je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles. Le téléphone a sonné encore et encore, mais pas de réponse. J'ai pensé qu'elle était fatiguée, qu'elle avait peut-être directement filé à l'hôtel pour dormir. Je ne me suis pas trop inquiété au début. Mais le lendemain matin, je n'avais toujours aucune nouvelle. Et là, j'ai senti cette boule d'angoisse me ronger l'estomac. J'ai réessayé d'appeler, puis envoyé des textos, pensant qu'elle était peut-être occupée ou que son téléphone était en silencieux. Mais après encore quelques heures sans réponse, j'étais officiellement en panique. J'ai fini par appeler sa sœur pour savoir si elle avait eu des nouvelles. Rien. À ce moment-là, j'ai commencé à sérieusement paniquer. J'ai même appelé ses amies, celles qui étaient censées être en voyage avec elle, pensant qu'il y avait peut-être eu un problème de téléphone ou qu'elle n'avait pas eu le temps de répondre. Mais quand je les ai appelées, elles étaient surprises aussi, parce qu'elles n'étaient pas du tout en voyage avec elle. Elles étaient assises à 2 rues de là, en train de prendre un café.
C'est à ce moment que la vérité m'a frappé de plein fouet. Elle n'était pas en voyage entre filles. Elle n'était pas avec ses amis. Elle n'était nulle part. Elle avait disparu. Je suis resté là, le téléphone à la main, le ventre complètement retourné. Je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi me mentir comme ça? Pourquoi partir sans rien dire? J'ai essayé de me convaincre qu'il y avait eu une erreur, peut-être qu'elle avait raté une correspondance, ou qu'il y avait eu une urgence qui l'avait empêché de m'appeler. Mais au fond, je savais. Elle avait tout planifié, le coup du voyage entre filles, son « merci d'être si compréhensif », tout ça faisait partie de son plan. Je ne savais plus quoi faire. J'avais l'impression de vivre un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Ce n'était plus la femme que j'avais épousée. C'était quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Et d'un coup, tout s'est éclairé, la froideur, le fait qu'elle ne parlait plus de notre avenir, ses petites remarques sur mon apparence et ma santé. Elle s'était éloignée depuis longtemps, et je n'avais rien vu. Ou peut-être que je n'avais pas voulu voir. Ce soir-là, je suis resté assis, fixant mon téléphone, espérant un message, un appel, n'importe quoi. Mais rien n'est venu. Et au fond, je savais que rien ne viendrait. Le lendemain matin, je me suis réveillé en espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais son côté du lit était vide, et la réalité m'a frappé de plein fouet. Elle était réellement partie. Elle avait fait ses valises et s'était volatilisée, et toutes les excuses que je m'étais inventées la veille, un retard, un téléphone déchargé, ne tenaient plus. C'était évident qu'elle avait planifié son départ. Elle voulait partir. Les premiers jours, j'étais dans le déni complet. J'appelais sans cesse son téléphone, espérant entendre sa voix, obtenir une explication. J'ai même laissé des messages. Je ne savais pas quoi dire la moitié du temps, mais je continuais à laisser des messages, espérant que quelque chose finirait par l'atteindre. Mais tout ce que j'ai eu, c'est le silence, et d'une certaine façon ça rendait les choses encore pires. C'était comme si j'étais laissé à moi-même pour tout comprendre, sans aucune idée de ce qui avait mal tourné, comme si j'avais toujours été un étranger pour elle. Au début, sa famille était aussi choquée que moi. Sa mère ne savait rien de ses projets, et il n'avait pas eu de nouvelles non plus. J'ai fini par aller chez eux plus de fois que je ne peux en compter, parlant à sa mère, cherchant des réponses. Je crois qu'ils avaient de la peine pour moi. Sa mère me laissait dormir la certaine nuit, me préparait des repas quand je n'arrivais pas à cuisiner. Elle restait assise à m'écouter parler de toutes ces petites choses qui n'avaient pas de sens, pendant que j'essayais de recoller les morceaux pour comprendre comment ma vie avait pu exploser sans prévenir. Et honnêtement, parfois je restais là en silence, trop engourdi pour dire quoi que ce soit. Je passais d'un extrême à l'autre, la colère, la tristesse, la culpabilité. Je n'arrêtais pas de me demander ce que j'avais fait de travers. Est-ce que j'avais raté un signe? Est-ce que je ne lui avais pas donné assez d'attention? Il y avait des jours où je repassais dans ma tête toutes nos conversations, toutes nos disputes, pour essayer de comprendre ce qui l'avait poussé à partir. Je ne cessais de me demander comment j'aurais pu sauver notre mariage, ce que j'aurais pu faire différemment. Je sais que ça paraît dramatique, mais j'étais obsédé par l'idée de trouver une réponse, comme si ça pouvait tout arranger. Je mangeais à peine, je dormais à peine, et mon travail commençait à en pâtir aussi. Les gens s'en rendaient compte. Ils me demandaient si ça allait, et je me contentais de hausser les épaules, disant que je traversais des problèmes personnels. C'était embarrassant d'avouer ce qui s'était passé, de dire à voix haute que ma femme m'avait quitté sans un mot. Finalement, j'en ai parlé à quelques amis proches, et ils ont fait de leur mieux pour me distraire, m'entraînant à sortir, essayant de me pousser à tourner la page. Mais même quand j'étais avec eux, j'étais dans ma tête, à penser à elle, à me demander où elle était et pourquoi je n'avais pas suffi à la retenir. L'une des pires choses, c'était les questions constantes des gens qui n'étaient pas au courant. Les voisins, les amis de la famille, même d'anciens collègues qui savaient que j'étais marié me demandaient « Alors, la vie de couple, ça se passe bien, ou, et ta femme, comment elle va ?» À chaque fois, c'était comme arracher une croûte toute fraîche. Je n'avais pas le courage de leur dire qu'elle était partie, alors je souriais, disant que tout allait bien. Mais ce mensonge devenait plus lourd à chaque fois que je le répétais. La thérapie a fini par être la seule chose qui m'a aidé. Je n'y étais jamais allé avant, mais après quelques mois à fonctionner à peine, j'ai su que je ne pouvais plus gérer ça seul. Alors j'ai trouvé un thérapeute et j'ai commencé à y aller chaque semaine. Parler à quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne la connaissait pas, qui ne me connaissait pas non plus, ça m'a aidé. Je déversais ma colère, ma trahison, le vide qu'elle avait laissé dans ma vie. Je parlais de mes nuits blanches, de ces heures passées à rejouer chaque instant encore et encore. Le thérapeute m'a aidé à comprendre qu'il n'y avait pas de moment magique qui l'aurait fait rester. Elle avait choisi de partir, et c'était sur elle, pas sur moi. Ça a été difficile à accepter. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi, que je l'avais d'une façon ou d'une autre poussé à s'en aller. Mais peu à peu, j'ai commencé à voir les choses autrement. Elle était froide et distante depuis longtemps, et j'avais juste fermé les yeux, espérant que ça s'améliorerait tout seul. Je m'étais convaincu que je pouvais tout maintenir, que mes efforts suffiraient à eux seuls à sauver notre mariage. Ça a été douloureux d'accepter que ce n'était pas le cas. Avec le temps, j'ai commencé à reconstruire ma vie petit à petit. J'avais perdu beaucoup de moi-même dans ce mariage, et je ne m'en étais pas rendu compte avant qu'elle parte.
J'avais toujours été celui qui faisait des efforts, qui se pliait en quatre pour qu'elle soit heureuse, pour que notre vie à la maison soit confortable. Mais maintenant, j'avais tout ce temps devant moi, et je ne savais pas quoi en faire. Alors j'ai repris d'anciennes passions, des choses que j'avais oubliées. Je suis allé à la salle de sport, j'ai commencé à lire des livres que je repoussais depuis longtemps, j'ai même essayé de nouvelles recettes. Mon travail a fini par aller mieux aussi. Au début, je faisais juste semblant, essayant à peine de suivre la charge. Mais en reprenant goût à la vie, j'ai mis plus d'efforts dans mon boulot. C'était l'une des rares choses qui me donnait un sentiment d'accomplissement, comme si j'avais encore le contrôle sur quelque chose. J'avais toujours été bon dans ce que je faisais, mais là, je m'y suis donné à fond. Les heures supplémentaires, la concentration, ça a payé, et j'ai eu une promotion que je n'aurais jamais eue si j'étais resté enfermé dans ma douleur. Bien sûr, il y avait encore des jours difficiles. De temps en temps, je tombais sur quelque chose qui me rappelait son souvenir, une photo, un vieux ticket de cinéma, des petites choses qui réveillaient des souvenirs que j'essayais d'oublier. Je les regardais en me demandant ce qu'elle faisait, si elle pensait à moi, si elle regrettait un jour ce qu'elle avait fait. Mais ces moments s'estompaient peu à peu. À chaque fois, j'arrivais à ranger ces souvenirs un peu plus vite, à avancer un peu plus facilement. J'ai aussi renoué avec des amis que je n'avais pas beaucoup vus depuis mon mariage. On a recommencé à sortir ensemble, pratiquer le golf, faire des randonnées, des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Ça faisait du bien d'avoir des gens de mon côté, qui n'étaient pas impliqués dans ce chaos, qui pouvaient m'aider à avancer sans me ramener dans la douleur. Avec le recul, je me suis rendu compte que j'avais mis beaucoup trop de moi dans cette relation, dans mon rôle de mari. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression qu'elle avait emporté une partie de moi, que j'avais perdu une énorme part de mon identité. Peu à peu, je me retrouvais. Ce n'était ni facile ni rapide, mais j'y arrivais. À la fin de cette année, je pouvais enfin me regarder dans le miroir et voir quelqu'un qui n'était plus défini par ce qu'elle avait fait. Je n'étais plus seulement l'homme que sa femme avait quitté. J'avais survécu, je m'étais reconstruit, et j'en étais sorti plus fort. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir vraiment vivre ma vie sans son ombre au-dessus de moi. Et honnêtement, j'en étais fier. Je croyais avoir tout laissé derrière moi. La vie avait enfin retrouvé une certaine normalité, ou du moins, aussi normale qu'elle pouvait l'être après tout ça. J'avais ma routine, mes amis qui me tenaient occupé, et le travail marchait vraiment bien. J'avais même arrêté de penser à elle tous les jours. Bien sûr, j'avais encore parfois des souvenirs qui revenaient sans prévenir. Mais ce n'était plus comme avant, où chaque seconde de ma vie tournait autour d'elle. Alors, quand on a frappé à ma porte un samedi matin, elle était bien la dernière personne que je m'attendais à voir. Et pourtant, elle était là, juste devant chez moi, un bébé dans les bras. Je suis resté figé. Mon cerveau s'est arrêté une seconde, c'était comme voir un fantôme. Elle avait pratiquement la même apparence, peut-être un peu fatiguée, mais toujours elle. Elle m'a lancé ce regard comme si elle croyait vraiment que je serais heureux de la revoir. Et oui, ça m'a frappé fort, parce que je pensais être passé au-delà de tout ça. La revoir a réveillé énormément d'émotions que je croyais enterrées. Je n'ai rien dit au début. Je suis resté là, à la fixer. Elle m'a souri, comme si de rien n'était. Et puis, sans aucune honte, elle a demandé « Je peux entrer ?» Le culot. Sérieusement, après tout ce qu'elle avait fait, elle se pointait là comme si j'étais censé l'accueillir à bras ouverts. Mais je suis resté calme et je lui ai dit « Non, tu restes là et tu expliques. » Je ne voulais pas d'elle dans ma maison, pas qu'elle ramène tout ce chaos dans l'endroit que j'avais reconstruit, le seul espace qui était à moi. Elle avait l'air un peu déstabilisée, mais elle est restée là et a simplement plongé dans son histoire. Elle a commencé par dire « Je sais que ça peut être un choc, mais je voulais revenir et tout expliquer. » Elle avait même cet air plein d'espoir, comme si elle croyait vraiment que je serais prêt à l'écouter. J'hésitais entre lui rire au nez et refermer la porte immédiatement. Mais j'étais trop curieux. Je voulais savoir quelle excuse elle avait inventée, quelle justification elle avait trouvée pour disparaître comme elle l'avait fait. Elle a continué, parlant du fait qu'elle avait fait une erreur en partant, qu'elle avait compris qu'elle avait perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Ces mots, pas les miens. Elle disait avoir beaucoup réfléchi et qu'après avoir eu ce bébé, elle avait enfin compris ce qui comptait vraiment dans la vie. Apparemment, ce qui comptait vraiment, c'était de débarquer sans prévenir à ma porte après m'avoir ghosté pendant des années. Et c'est là qu'elle a baissé les yeux vers le bébé et a dit « C'est notre deuxième chance ». J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Notre deuxième chance ? Comme si cet enfant était censé être un bouton magique de remise à zéro et qu'on allait simplement reprendre là où on s'était arrêté. J'ai essayé de garder une expression neutre, mais à l'intérieur, j'étais en rage. Elle a continué, disant qu'elle voulait qu'on soit à nouveau une famille, qu'elle avait fait une énorme erreur, mais que maintenant on pouvait repartir à zéro. Juste nous trois. Finalement, j'ai posé la seule question qui me hantait depuis qu'elle avait frappé à ma porte, « Pourquoi es-tu parti ?» J'ai essayé de garder ma voix la plus calme possible, mais je savais que je n'arriverais pas à me contenir encore longtemps. J'avais passé des années à chercher des réponses, à me torturer avec toutes les hypothèses possibles, et maintenant qu'elle était là, j'avais besoin de l'entendre de sa bouche. Elle a hésité, baissant les yeux comme si elle avait honte. Mais finalement,
elle a dit la vérité, ou du moins ce que j'ai supposé être la vérité. Elle a avoué qu'elle était partie parce qu'elle voulait un enfant et que, puisque je ne pouvais pas lui en donner, elle avait trouvé quelqu'un qui le pouvait. Elle a dit ça comme si ce n'était rien de grave, comme si elle n'avait pas réduit ma vie en miettes, comme si j'étais censé juste hocher la tête et l'accepter. Elle a expliqué que le type avec qui elle était partie n'était pas resté, mais qu'entre-temps elle avait eu le bébé et qu'elle voulait revenir vers moi. Comme ça. Simple. J'ai pris un moment pour digérer ce qu'elle venait de dire. Elle venait d'admettre qu'elle m'avait abandonné, qu'elle s'était barrée avec un autre mec, qu'elle avait eu son enfant, et maintenant, elle s'attendait à ce que je sois d'accord pour qu'on reprenne comme si de rien n'était. Je lui ai dit, donc tu es parti, tu as trouvé quelqu'un d'autre, tu as eu son enfant, et maintenant tu crois que tu peux revenir et faire comme si rien ne s'était passé. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle était désolée, qu'elle avait fait une énorme erreur, mais ça ne m'a rien fait du tout. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle avait réalisé que j'étais le seul qu'elle aimait vraiment et qu'on était fait pour être ensemble. Honnêtement, j'avais du mal à garder mon sérieux. Elle me paraissait complètement déconnectée de la réalité. Ce n'était pas de l'amour, c'était du désespoir, et je le voyais clairement dans ses yeux. Ensuite, elle a essayé de me culpabiliser, en parlant de combien c'était difficile d'être mère célibataire, de comme ça avait été dur pour elle. Elle essayait de se faire passer pour la victime, comme si ses choix ne l'avaient pas menée exactement là où elle était aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de mon soutien, qu'elle était prête à faire des efforts cette fois. Pendant tout ce temps, je ne cessais de penser, mais pour qui elle me prend? Je l'ai laissé parler, mais à ce stade, je n'écoutais plus. Je lui ai dit cash, écoute, tu as fait ton choix il y a longtemps, et maintenant tu dois vivre avec. Il n'y a pas de deuxième chance ici. Elle avait l'air abasourdie, comme si elle n'avait même pas envisagé que je puisse dire non. Comme si elle pensait vraiment qu'elle pouvait revenir dans ma vie quand ça l'arrangeait. Et puis, alors que je pensais qu'elle allait enfin comprendre et partir, elle s'est mise en colère. Son ton a changé, et elle s'est mise à crier, disant que j'étais égoïste, que je lui devais une chance de réparer les choses. Elle a dit que si elle avait voulu, elle aurait pu divorcer à l'époque et prendre la moitié de tout. Elle a même osé parler de la maison, disant qu'elle devait encore lui appartenir. C'était comme si son vrai visage apparaissait enfin devant moi, et j'ai ressenti un immense soulagement. Je la voyais enfin telle qu'elle était réellement. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardée et j'ai dit, c'est fini. Tu voulais une autre vie, et maintenant tu l'as. Ce n'est plus ma responsabilité. Puis j'ai refermé la porte, coupant court à ses dernières paroles. Debout là, entendant ses cris étouffés de l'autre côté, j'ai ressenti un calme étrange m'envahir. Elle pouvait frapper, crier, pleurer, peu importe. Je savais que je ne la laisserais jamais revenir. La femme que j'avais aimée, que j'avais épousée, n'existait plus. À sa place, il y avait une étrangère, qui croyait pouvoir recoller les morceaux quand ça l'arrangeait. Je me suis éloigné de la porte et je me suis assis, plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Après que je lui ai claqué la porte au nez, je pensais que c'était fini. Je croyais qu'elle comprendrait le message et s'en irait. Mais non. Au lieu de ça, elle s'est mise à marteler la porte, criant toutes sortes de choses. J'avais du mal à croire son culot. J'étais là, dans le seul endroit qui m'appartenait, le seul espace que j'avais réussi à reconstruire après le chaos qu'elle avait laissé, et elle avait l'audace de rester là à exiger que je l'écoute. Au début, j'ai pensé à l'ignorer, à la laisser hurler jusqu'à ce qu'elle se fatigue. Mais ma curiosité a pris le dessus. Je voulais entendre quelles nouvelles excuses elle allait sortir. Alors, j'ai entrouvert la porte, juste assez pour lui montrer que j'écoutais, mais sans la laisser entrer. Elle a eu l'air de recevoir une gifle, probablement choquée que je ne lui donne pas la réaction qu'elle attendait. Elle s'est lancée dans tout un monologue, expliquant qu'elle était prête à me pardonner de lui avoir claqué la porte au nez et qu'elle voulait repartir à zéro, comme si on se disputait pour une broutille, pas pour son abandon. Elle continuait à répéter qu'on pouvait arranger les choses, si on faisait des efforts tous les deux. À ce moment-là, je n'ai pas pu me retenir. J'ai ri, oui, j'ai réellement ri. Parce que le culot de cette femme dépassait tout ce que j'avais jamais vu. Elle avait l'air furieuse que je ne la prenne pas au sérieux. Je lui ai dit, tu es parti. Tu as eu ta chance et tu l'as jetée. Je ne vais pas faire semblant que rien de tout ça n'est arrivé juste parce que ça t'arrange. Son visage est devenu rouge, et elle a commencé à répéter, tu ne comprends pas comme c'était difficile pour moi. Elle expliquait qu'elle était complètement perdue après m'avoir quitté et qu'elle avait compris trop tard qu'elle avait fait une erreur. Mais je n'y ai pas cru une seconde. Je lui ai dit qu'elle avait fait ce choix. Elle l'avait planifié, elle m'avait menti, et elle l'avait fait. Son regret ne signifiait plus rien. Et c'est là qu'elle a craqué. Son ton a complètement changé. Elle a laissé tomber son air triste et repentant et s'est mise à m'accuser, disant que j'étais injuste, que je n'avais même pas la décence de lui donner une autre chance. Elle a même osé dire, si j'avais voulu, j'aurais pu tout te prendre à l'époque. J'aurais pu prendre la moitié de tout ce que tu possèdes. Je suis resté bouche bée. Cette femme, qui m'avait quitté sans un mot, pensait maintenant avoir droit à une sorte de récompense parce qu'elle n'avait pas essayé de me ruiner financièrement, comme si je devais lui être reconnaissant de ne pas avoir été aussi horrible qu'elle aurait pu l'être. Je lui ai répondu, et alors ? Je suis censé te dire merci ? Merci d'avoir seulement disparu sans voler mes affaires en plus ?
Elle m'a fixé, le visage partagé entre la colère et autre chose. Peut-être du désespoir, peut-être de la culpabilité. Mais honnêtement, à ce stade, je m'en fichais. J'étais juste épuisé. Toutes ces années que j'avais passées à me sentir coupable, à me remettre en question, à me demander si j'étais d'une quelconque manière responsable de son départ, elles se sont évaporées sur le champ. Je l'ai enfin vue telle qu'elle était vraiment, et j'ai senti que le poids que je portais depuis si longtemps s'était enfin levé. Mais elle n'en avait pas fini. Elle a commencé à faire les 100 pas sur mon porche, à déblatérer que je ne retrouverai jamais quelqu'un comme elle et que je regretterais de ne pas lui avoir donné une autre chance. Elle a même essayé de me faire croire que c'était moi qui passais à côté de quelque chose en refusant de la reprendre. C'était absurde. C'est elle qui avait détruit tout ce que nous avions, et voilà qu'elle agissait comme si je devais la supplier de rester. Quand elle a vu que je ne bougeais pas, elle a élevé la voix, en disant que c'était moi qui l'avais forcée à partir. Elle a prétendu que si j'avais été plus compréhensif à propos de cette histoire d'enfant, rien de tout cela ne serait arrivé. Selon sa logique, mon incapacité à lui donner un enfant faisait de moi un mari défaillant, ce qui justifiait, d'après elle, qu'elle parte en avoir un avec quelqu'un d'autre. La gymnastique mentale était impressionnante, franchement. J'avais du mal à croire qu'elle essayait de rejeter ses choix sur moi. Je lui ai dit très clairement, « Écoute, si tu voulais un enfant à ce point-là, tu aurais pu me dire la vérité. Tu n'avais pas besoin de me mentir en faisant semblant que tout allait bien tout en préparant ta sortie. » Elle n'a rien trouvé à répondre, elle m'a juste regardé comme si je l'avais giflé. Mais je ne lui ai pas laissé placer un mot. J'ai continué, lui disant, « C'est toi qui as fait ce choix, toute seule, et maintenant tu dois vivre avec. Ce n'est pas mon problème. » Elle a tenté un dernier angle, reprenant son air triste, en me demandant de penser à l'enfant et à quel point j'étais injuste en lui tournant le dos. Elle tenait le gamin dans ses bras, et elle s'en est servie pour essayer de me culpabiliser, comme si c'était moi le méchant. Mais je n'ai pas marché. Je lui ai dit, « Je ne connais pas cet enfant. Je n'ai rien à voir avec lui. Il n'est pas à moi, et toi non plus. » Et voilà. Je voyais bien que la réalité commençait enfin à s'imposer à elle. Elle savait que je ne changerais pas d'avis, qu'il n'y avait aucune chance que je la laisse revenir dans ma vie. Je voyais la colère s'effacer, remplacée par autre chose, peut-être du vrai regret, peut-être juste de la frustration, mais ça ne m'importait plus. Pour moi, ce n'était plus qu'une étrangère qui avait essayé de me piétiner et qui croyait que j'allais sourire et la remercier pour ça. Elle est restée là encore quelques secondes, comme si elle attendait que je change d'avis, que je la rappelle. Mais je n'ai pas dit un mot. Je suis resté là, à la regarder, jusqu'à ce qu'elle comprenne que je pensais chaque mot que je venais de dire. Puis, sans un autre regard, j'ai fermé la porte. Et cette fois, je n'ai pas attendu qu'elle recommence à frapper. Je savais au fond de moi que j'avais pris ma décision, et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Je me suis éloigné de la porte, avec cette sensation, je ne sais pas, comme si j'avais enfin gagné. Elle avait passé tellement de temps à croire qu'elle pourrait revenir et manipuler sa place dans ma vie. Mais c'était terminé. J'étais libre. Il n'y aurait pas de seconde chance, ni pour elle, ni pour nous. Elle n'était plus qu'un souvenir désormais, un souvenir que j'avais enfin rangé dans le passé, là où il appartenait. Après toutes ces années de culpabilité et de douleur, je pouvais enfin respirer à nouveau. Et tu sais quoi? Ça faisait du bien. Le moment où j'ai fermé cette porte derrière elle, une étrange sérénité m'a envahi. Je n'étais plus en colère, ni triste, ni même choqué. C'était comme si toute l'énergie que j'avais dépensée pour elle pendant des années, les regrets, la culpabilité, les interminables questionnements, s'étaient dissipés. J'avais enfin eu la clôture que je ne savais même pas attendre, et j'étais prêt à aller de l'avant. C'était fini. Pour de bon, cette fois. Mais bien sûr, les choses ne se sont pas terminées aussi proprement que je l'aurais espéré. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de sa mère. Elle s'excusait, disant qu'elle avait honte de la façon dont sa fille avait géré les choses et qu'elle avait essayé de lui remettre les idées en place. Mais de toute évidence, ça n'avait pas marché. Sa mère était une bonne personne. Elle m'avait beaucoup aidé après le départ de sa fille, et je voyais bien qu'elle était vraiment peinée par toute cette histoire. Je ne lui en voulais pas, mais je n'avais aucune envie de me faire aspirer à nouveau dans ce chaos. Je me suis contenté de répondre poliment, « Merci d'avoir pris des nouvelles », et j'en suis resté là. Je n'allais pas donner plus de détails, ni perdre du temps à expliquer ma décision. Elle comprenait déjà assez pour savoir que c'était fini. Au fil des semaines suivantes, j'ai entendu quelques bribes par des amis communs et via les réseaux sociaux. Apparemment, elle était retournée vivre chez ses parents, et ça ne se passait pas bien. Le gars pour lequel elle m'avait quitté, le père de l'enfant, n'était pas du tout impliqué. Il s'était complètement volatilisé. J'imagine qu'il n'avait pas signé pour le long terme, et maintenant elle devait se débrouiller toute seule. Elle avait brûlé à peu près tous les ponts derrière elle, donc il n'y avait pas grand monde prêt à lui tendre la main. Ses anciens amis, ceux qui étaient de mon côté quand elle a disparu la première fois, n'avaient aucune sympathie pour elle. Ils avaient tous tourné la page et n'avaient aucune envie d'être aspirés à nouveau dans son drame. Difficile de leur en vouloir. Ses parents, eux non plus, n'étaient pas ravis. Ils n'étaient pas en bonne situation financière pour subvenir à ses besoins et à ceux d'un bébé. Je l'ai su parce que, peu après le message de sa mère, j'ai reçu un appel de son père.
J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Il était poli mais direct, il m'a expliqué qu'ils avaient du mal à joindre les deux bouts et à laisser entendre que je pourrais peut-être aider un peu. Il a dit, on sait que tu as tenu à elle autrefois, et il a continué à parler du bébé et de leurs difficultés. Je l'ai écouté poliment, mais quand il a commencé à insister en disant que sa fille avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre sur pied, je n'ai pas pu m'empêcher de rire un peu. Pas à voix haute, mais tu vois l'idée. Je lui ai dit aussi gentiment que possible que les choix de sa fille étaient les siens, et que je n'étais ni en position ni d'humeur à aider. Je crois qu'il a compris, parce qu'il n'a pas insisté. Ensuite, des amis ont commencé à me recontacter, des gens que je n'avais pas entendus depuis des années. Certains ont essayé la carte de la culpabilité, en disant qu'elle traversait une période difficile et que je pourrais peut-être trouver dans mon cœur une seconde chance à lui offrir. Une autre amie a elle a même eu le culot de suggérer que l'enfant avait besoin d'une figure paternelle et que je ne devrais pas laisser mon amertume m'empêcher de l'aider. Mais je suis resté ferme. Je n'allais laisser personne me faire sentir coupable d'avoir enfin choisi moi-même, après des années à avoir l'impression de ne jamais être suffisant. J'avais tout donné à cette femme, et elle l'avait jeté. La moindre des choses, c'était qu'elle assume ses choix au lieu de s'attendre à ce que je la sauve. Avec le temps, les appels et les messages se sont espacés, et finalement, ils ont cessé. C'était comme si tout le monde avait fini par comprendre que j'étais sérieux, que j'avais tourné la page et que je ne me laisserais pas aspirer à nouveau. Et c'est là que la vraie paix est arrivée. Ma vie est devenue calme, normale, d'une manière qu'elle n'avait plus été depuis des années. J'avais mes routines, mes amis, mon travail. Ce n'était pas une vie luxueuse ou glamour, mais c'était la mienne, et je l'avais reconstruite à mes conditions. Le plus drôle, c'est que j'avais recommencé à trouver du bonheur dans les petites choses, des choses que je n'avais même pas vraiment remarquées quand j'étais marié. Je partais en promenade, je cuisinais mes propres repas, je lisais des livres que je voulais aborder depuis des années. Cette liberté était rafraîchissante, et je me rendais compte que je n'avais pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour vivre comme je l'entendais. Pour une fois, je n'étais plus constamment inquiet de l'approbation ou du bonheur de quelqu'un d'autre. C'était comme si je récupérais ma vie, morceau par morceau. De temps en temps, je croisais quelqu'un qui nous connaissait tous les deux, et il demandait « Et, qu'est-ce qui s'est passé avec elle ?» Je donnais une réponse brève, polie, puis je changeais de sujet. Ce n'était pas que je cachais quelque chose, je n'avais simplement pas envie de revisiter un chapitre qui était clairement terminé. Elle faisait partie de mon passé, et j'avais enfin appris à l'y laisser. Quant à elle, la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, les choses n'allaient pas très bien. Elle avait du mal à garder un emploi, passant encore de chez ses parents au canapé de ses amis, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus la bienvenue. Des personnes à qui je ne parlais presque plus me contactaient parfois pour me dire qu'elle demandait de l'aide à peu près tout le monde. Certains laissaient même entendre qu'elle espérait que je changerais d'avis, que peut-être je finirais par revenir et accepter de jouer au père pour son enfant. Mais cela n'allait pas arriver. J'avais passé trop de temps et dépensé trop d'énergie à reprendre ma vie en main pour envisager de retourner sur ce chemin. Je n'allais pas être son filet de sécurité. Je n'allais pas être celui qui ramasse les morceaux simplement parce que les choses ne s'étaient pas passées comme elle l'avait prévu. Ce chapitre était clos, et rien n'allait m'y ramener. Au final, j'ai l'impression d'avoir trouvé la clôture dont j'avais besoin. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle en subissait les conséquences. Et moi? Je me sentais enfin libre, vraiment, sincèrement libre d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis le jour où elle était partie. J'avais cessé de laisser son ombre planer sur ma vie. J'avais tourné la page, et j'étais satisfait. Pas heureux dans un grand sens dramatique, mais tranquille, paisiblement satisfait. Et tu sais quoi? C'était suffisant.